Mesdames et messieurs, bonsoir. À partir de demain lundi, les agents, bien qu'ils soient de braves gens, se montreront très sévères à l'égard des automobilistes qui n'auront pas bouclé leur ceinture. Par ailleurs, le journal officiel publie un décret imposant aux automobilistes de ne plus circuler dès la tombée de la nuit en feu de position, mais en code. Les précisions par Jean-Marc Ilouz. Dès demain, un nouveau réflexe, les codes sont obligatoires dès la tombée de la nuit en ville. Dans de nombreux pays, l'adoption de cette disposition a considérablement amélioré la sécurité. Il ne s'agit pas tant de voir que d'être vu. Attention aussi à votre ceinture, la période de tolérance s'achève, il vous en coûtera 80 francs si vous êtes pris en défaut. Une somme que sont prêts à payer 17% d'irréductibles, à en croire un sondage publié aujourd'hui. En revanche, 44% de ceux qui accepteront de la boucler le feront, dit le sondage, uniquement par peur du gendarme. L'obligation de rouler en code en agglomération était depuis longtemps attendue. La publication ce matin au journal officiel du décret d'application a surpris. 2 contraintes nouvelles, 2 réflexes auxquels les conducteurs vont devoir s'habituer. Demain lundi, en fin de matinée, Paris accueillera un visiteur de marque, M. Wacquefeng, qui est le numéro 1 du gouvernement chinois et le numéro 1 du Parti communiste chinois. Avant de se rendre en Allemagne, en Grande-Bretagne puis en Italie, M. Wacquefeng séjournera en France pendant 5 jours. Sa venue est un événement de portée exceptionnelle car elle consacre la place de premier plan que la Chine populaire occupe désormais dans le concert des nations. Rappelons que la France a été, depuis la naissance de la République populaire chinoise, le premier pays occidental à envoyer un ambassadeur à Pékin, décision prise dès 1964 par le général de Gaulle. Avant de suivre l'analyse faite par Georges Bortoli des aspects politiques du voyage, voici un portrait du visiteur par Bernard Benjamin. C'est d'abord sa jeunesse qui nous a frappé dimanche dernier, lorsqu'en compagnie d'autres journalistes occidentaux, Wacquefeng nous recevait au Palais du Peuple. À 59 ans en effet, il est l'un des plus jeunes membres du bureau politique, il est en excellente santé, doté d'une capacité de travail étonnante, bref, tout ce que l'on doit attendre d'un homme qui préside aux destinées d'1 milliard de Chinois. Il ne reste plus rien ou presque de ce jeune paysan entré par la petite porte du parti et qui a su au long des années gravir les échelons de la hiérarchie. Wacquefeng est aujourd'hui un dirigeant sûr de lui, détendu et qui répond sans nervosité aux questions les plus délicates. Cela dit, 2 traits dominent la personnalité du successeur de Mao. D'abord, il aime rire. Les Chinois n'en reviennent pas encore d'ailleurs de ce président qui dansait avec de jeunes Roumaines au cours de son voyage en Europe centrale il y a 1 an. Ensuite et surtout, il a su s'entourer d'un mystère pour tout ce qui touche sa vie privée. On sait qu'il a des enfants, qu'il est marié, mais personne ne connaît sa femme. C'est normal, disent aujourd'hui avec un certain humour les Chinois. Son prédécesseur a eu tellement de problèmes avec la sienne, Mme Changqing, qui fait partie de la bande des 4, que le président Roy ne veut prendre aucun risque. Voilà donc très rapidement l'homme qui arrive demain à Paris, symbole d'une nouvelle politique menée avec un style et des moyens qui ne doivent plus rien à Mao Tse-tung. Cela dit, qu'est-ce que les Chinois attendent de la France et qu'est-ce que la France attend des Chinois? Voilà évidemment la question qu'on se pose avant ce voyage de M. Wacquefeng. Sur le plan économique, c'est clair, les Chinois ont besoin de l'Occident, de la technique occidentale pour réaliser leurs fameuses 4 modernisations dont nous avons beaucoup entendu parler ces jours-ci quand nous préparions à Pékin les émissions que vous avez pu voir sur Antenne 2. Reconnaissons honnêtement que nous, Français, nous ne sommes pas les mieux placés parmi les Occidentaux sur ce plan-là, puisque en 1976, la France était le 4e fournisseur de la Chine et qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'au 8e rang. Cela dit, tout de même, sur le plan en valeur absolue, en millions de francs si vous voulez, les échanges s'accroissent quand même et tout indique qu'ils s'accroîtront encore après cette visite. Alors, sur le plan politique, il y a bien entendu le coup de chapeau de Pékin à Paris, Paris choisi comme première étape de cette visite européenne. Souvenir de ce 31 janvier 1964 où De Gaulle, premier de tous les chefs d'État occidentaux, a envoyé un ambassadeur à Pékin. Et constatation du fait qu'avec sa puissance nucléaire indépendante, avec sa liberté d'allure vis-à-vis des États-Unis, la France joue un rôle politique qui intéresse Pékin. Voilà. Alors, la Chine, puissance atomique depuis 15 ans, la Chine, grande, très grande puissance aujourd'hui. La Chine aujourd'hui aborde les problèmes internationaux avec plus de calme et moins de crispation. Ça n'est pas la grande décrispation encore, il n'y a qu'à voir la terrible lutte d'influence qui se déroule actuellement en Asie du Sud-Est,
au Cambodge par exemple, mais enfin tout de même, et nous allons le vérifier ces jours-ci pendant cette visite, le mot de détente ne fait plus lever les épaules aux Chinois. M. Wacquoifeng sera accueilli à Orly par le président de la République, lequel quittera l'aéroport avec son hôte en hélicoptère pour atterrir à l'école militaire. Le cortège gagnera de là l'hôtel Marigny, résidence du numéro 1 chinois à Paris, en longeant l'hôtel des Invalides, puis en prenant l'esplanade, et pour traverser la Seine et à partir du pont Alexandre III, la garde républicaine à cheval et sa fanfare précéderont le cortège. En Iran, la nouvelle constitution va offrir des pouvoirs très étendus à l'ayatollah Khomeini, confirmant ainsi la supériorité de l'élu de Dieu sur l'élu du peuple que sera le président de la République. Entre autres, l'ayatollah sera commandant suprême des forces armées, et c'est lui qui, le cas échéant, décidera si le président de la République doit ou non être destitué. Il y a 15 ans, jour pour jour, M. Khrouchtchev était limogé et M. Brejnev le remplaçait. Le chancelier allemand Helmut Schmidt vient de commenter le tout récent discours de M. Brejnev à Berlin-Est. Pour M. Schmidt, le leader soviétique, en soulignant la volonté de son pays de négocier, entend ne pas risquer qu'on remette en question l'œuvre de sa vie, la politique russe de détente à l'égard de l'Occident. Mais, ajoute le chancelier, le discours contient d'évidentes tentatives d'intimidation. Bref, pour M. Schmitt, il ne faut ni se bercer d'espoir injustifié, ni se faire des soucis injustifiés. Coup de filet spectaculaire de la police espagnole à Barcelone, Madrid et Valence. En quelques jours, elle a arrêté 21 membres du groupe terroriste le Grapo, avec son chef, José María Sánchez, et d'importants stocks d'armes ont été saisis. Le Grapo GRAPO, c'est le groupe de résistance antifasciste du 1er octobre, responsable avec l'ETA, le mouvement autonomiste basque, de la plupart des attentats commis ces dernières années. Carlos García Valdés, directeur de l'administration pénitentiaire, est sans doute l'homme qui a le plus fait pour humaniser les prisons. Profondément démocrate, ce jeune fonctionnaire connu pour sa modération est la seule personnalité à avoir échappé à un attentat du Grapo. Monsieur Valdés, pourquoi vous êtes-on visé, vous? Mon prédécesseur avait été assassiné un an tout juste avant l'attentat dont j'ai été victime. Je pense que le Grapo voulait faire de cette charge de directeur de l'administration pénitentiaire une charge maudite. Le fait que j'ai réformé les prisons et que je sois connu comme progressiste ne change rien à l'affaire, bien au contraire, c'est un argument de plus pour être assassiné. Le but des terroristes, c'est de mettre à bas l'ordre public par tous les moyens. Déstabiliser la jeune démocratie espagnole, tel semble bien avoir été le but des Grapo qui ont revendiqué à ce jour près de 50 assassinats et une centaine d'attentats, dont celui du Café California qui a fait en mai dernier 8 morts et 42 blessés à Madrid. Pourtant, les cibles favorites du Grapo ont été des militaires, des policiers ou des personnalités judiciaires. D'ailleurs, dans les fichiers saisis lors de l'arrestation de leur chef, José María Sánchez, on a retrouvé une liste de 3000 noms de personnalités diverses, avec pour chacun les détails de sa vie, de ses habitudes et de ses itinéraires. Pourtant, une inconnue demeure, ces Grapo qui se proclament antifascistes, qui se réclament de l'orthodoxie stalinienne et considèrent le Parti communiste espagnol comme un parti traître. Quel maître servent-ils vraiment? Car après tout, leur action a servi depuis toujours des intérêts divergents. C'est-à-dire, il y a une extrême gauche dont je n'ai pas besoin de qualifier les étiquettes, qui pense que c'est rentable d'attaquer la démocratie et le système démocratique en disant qu'il n'est pas assez révolutionnaire. Si vous voulez, il y a dans l'extrême droite des gens qui détestent le système démocratique parce qu'ils croient qu'il est contraire à leurs intérêts, qui sont antidémocratiques parce qu'ils veulent un État autoritaire. Eh bien, ceux-là, ils sont aussi contents de que le terrorisme, d'une certaine façon, démontre la instabilité des institutions démocratiques. Extrême gauche ou extrême droite, le but immédiat des Grapo est clair. Créer le désordre pour amener les militaires, qui sont les vrais arbitres de la situation politique en Espagne, les amener à intervenir dans la vie politique du pays et créer ainsi une situation explosive. Heureusement, depuis la mort de Franco, les militaires ont joué le jeu de la démocratie en Espagne et sont restés dans leur caserne. France, en début de soirée, au Club de la Presse à Europe numéro 1, M. Michel Rocard a principalement parlé des questions économiques, mais
Il a aussi réaffirmé qu'il ne serait pas candidat au présidentiel de 81 si M. François Mitterrand se présentait. Si le premier secrétaire du Parti socialiste ne se présentait pas, il appartiendrait aux socialistes, a ajouté M. Recart, de décider qui serait leur candidat, et ce selon les procédures qui sont celles du parti. Je pense que tout candidat socialiste qui diviserait son propre parti serait un mauvais candidat. C'est la procédure. Peu m'importe, je suis socialiste. À moi, elle importe cette procédure-là, si ce n'est qu'une procédure. C'est plus noble que ça. La capacité de rassembler autour d'une volonté commune 200 000 personnes qui donnent assez de temps à leur travail, à leur effort public, pour porter en commun une volonté qu'ils proposent au pays de prendre en charge. Et moi, je la respecte. Et ça n'est pas de la procédure, excusez-moi. De plus, je pense que l'affaire est si grave qu'elle doit être traitée sérieusement, mais il se trouve qu'il faut ajouter à cela une autre remarque. C'est qu'il est mauvais pour la France d'être en campagne électorale permanente. Et souhaitez-vous personnellement que François Mitterrand soit le candidat socialiste? Les vœux n'ont pas grand-chose à voir dans cette affaire. Le candidat n'est pas auto-désigné chez nous. Il est votre avis désigné personnel, par monsieur 200 000 camarades. Je demande votre avis personnel. Je n'ai pas d'avis personnel sur la question, no comment. Le Parti radical valoisien, réuni en congrès depuis vendredi à Paris, a élu aujourd'hui son nouveau président, celui qui succède à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, un homme de 36 ans, Didier Bariani. Élection sans surprise, il était le seul candidat. C'est Jean-Louis Le Seyne qui a suivi pour nous les travaux des radicaux. Congrès sans surprise, donc ficelé à l'avance comme on dit chez les radicaux. Le tandem Bariani-Proutot a eu droit à l'ovation des militants sans qu'une opposition, des Schreiberiens ou d'ailleurs, ait pu s'affirmer nettement au cours des débats. On peut noter quand même que le premier vice-président, Jean-Pierre Proutot, qui est secrétaire d'État à la petite et moyenne industrie et qui était, il n'y a pas si longtemps, le patron des francs-maçons, M. Proutot a réalisé un meilleur score que le président lui-même, M. Bariani, ce qui aura sans aucun doute des répercussions dans les mois qui viennent au niveau de la direction du parti, une direction qui se veut malgré tout ouverte, collégiale à la limite. Deuxième conclusion qu'on peut tirer de ce congrès, les radicaux qui se veulent une grande famille, malgré leurs maigres résultats aux élections récentes, les radicaux sentent bien qu'il est nécessaire de rameuter tous leurs fils prodigues. Un geste précurseur dès ce matin, la formation de Robert Fabre a réintégré le parti valoisien. Enfin, les radicaux veulent prendre dès maintenant leur distance vis-à-vis de l'UDF, dont ils sont pourtant l'une des composantes. Didier Bariani a indiqué à l'issue des travaux du Congrès que les radicaux comptaient reprendre leur liberté d'expression à l'égard de leurs partenaires et même du gouvernement. Reste à savoir jusqu'où ils pourront aller dans cette voie. À la fête de la Fédération socialiste du département du Doubs, M. François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est déclaré désolé de la décision des amis de Robert Fabre de rejoindre le Parti radical, décision dont vous parlait Le Seyne il y a un instant. Le Parti radical de droite, a ajouté M. Mitterrand, et celui de l'UDF, les radicaux de gauche font partie de l'Union de la gauche, passer de l'un à l'autre, c'est changer de camp. Une histoire triste. À Liverdun, près de Nancy, une centaine d'adolescents fumaient du hache et se droguaient au point qu'une trentaine d'entre eux paraissent avoir pris un goût profond à la drogue. Les principaux pourvoyeurs étaient des jeunes de 14 à 17 ans, élèves au même collège et qui, pour acheter de la drogue, menaçaient et faisaient chanter d'autres jeunes camarades, et certaines très jeunes filles, 14 ans, 15 ans, pour gagner de quoi se fournir en drogue, utilisaient, comment dirais-je, leur charme naturel. L'affaire est découverte à la suite de l'insistance d'une conseillère municipale courageuse, Madame Denis, qui est aussi assistante sociale. Et selon la gendarmerie, on se trouve devant une entreprise de grande envergure et qui s'étendrait à d'autres agglomérations dans la région de Nancy. Des milliers d'asthmatiques sont prêts à tout pour ne plus souffrir de leur gêne respiratoire. Quand la thérapeutique officielle a échoué, les allergiques à la poussière de maison, aux plumes, aux poils d'animaux, etc., partent à la quête de nouveaux moyens de remettre de bonnes femmes plus ou moins éprouvées et dont ils attendent un effet miracle. Parmi ces remèdes, un étrange régime à base d'œufs de caille, prescrit sur ordonnance, a d'abord donné en Charente des résultats inattendus, mais voici qu'il intéresse aujourd'hui la recherche médicale, une enquête sur place de Martine Alain-Réunion. Sur le plat, au raisin ou sur canapé, c'est jusqu'à présent en gastronomie que les cailles ont fait leurs preuves. Mais cela pourrait changer. En Charente, certains leur croient des vertus thérapeutiques. L'histoire remonte à 15 ans. La femme d'un éleveur de gibier, dramatiquement allergique aux plumes, perdit son asthme en faisant sa cuisine aux œufs de caille. Aujourd'hui, elle retravaille au milieu des plumes. Quelques amis allergiques essayèrent à leur tour avec succès. L'affaire
parvint à un médecin du coin qui décida de s'occuper de cette troublante affaire et d'en prescrire à ses clients. Un éleveur de caille m'a dit un jour que l'œuf de caille est bon pour l'asthme. Cela coïncidait avec une malade qui revenait avec un échec total de la désensibilisation. J'ai essayé, un point c'est tout. L'œuf de caille, vous le considérez comme un aliment ou comme un médicament? Disons comme un régime diététique qui aurait les vertus de médicaments. Et que n'importe qui peut utiliser en allant au marché et acheter des œufs de caille. On peut les manger crus, cuits, n'importe qui peut en prendre? Absolument pas. Je suis contre toute automédication à cause des dangers que le traitement, surtout chez l'allergique, représente. C'est un traitement qui doit être réservé aux médecins, car l'allergie à l'œuf peut être redoutable. L'enfant est un terrain de choix. Toutefois, il nous est arrivé de récupérer certains adultes après de nombreux traitements, mais vraiment, l'adulte n'est pas le terrain de choix de cette thérapie. Ça a commencé, il avait 2 ans et demi, avec la première année d'école. Il était toujours malade, il toussait tout le temps. On croyait que c'était des bronchites. Et j'ai essayé différents traitements, c'était toujours le même point. Ça arrêtait, ça recommençait. Et on s'est aperçu qu'il était allergique à différentes choses. Le poil de chien, le poil de lapin, la poussière et la plume. Et il y avait tout ça à la maison. Alors j'ai essayé les œufs de caille. Et la première fois, j'avais enlevé l'oreiller de plume, ça n'a pas marché. Et la deuxième fois, j'ai refait une cure en mettant l'oreiller de plume. Il a fait une cure de 42 œufs. La dernière qu'il y a eu, ça remonte à 3 ans. Et depuis, c'est terminé. Plus de bronchite, plus d'asthme, plus rien. C'est bon les œufs de caille, là? Tu les manges comment? Cru. Tout cru? Qu'est-ce qu'on fait? On les casse? On les bat? Puis on met évidemment de la fraise dedans. Ah, c'est comme un sirop, là. Alors tu vas en manger toujours? Parlons de stabilisation, parlons d'absence de symptômes, ne parlons jamais de guérison avec cet œuf. Et vous avez des échecs vrais, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune amélioration? Bien sûr. Est-ce que les allergologues croient à votre méthode? Certains, oui. Certains sont intéressés. Les autres, je ne sais pas. Leur expérience personnelle permettra de répondre. C'est dur pour un médecin généraliste de faire connaître ses découvertes? Oh oui. Je me suis battu depuis 11 ans pour que des gens plus compétents que moi prennent cette œuf en main et que la grande recherche soit lancée. Il manque une expérimentation animale que je réclame à corps et à cri depuis des années et qui, enfin, paraît définitivement enclenchée. De fait, un laboratoire de recherche officiel prend le relais. Des expériences sont entreprises sur des rats expérimentalement rendus allergiques et que l'on va gaver d'œufs de caille crus. Le but est simple, savoir si les améliorations constatées sur les malades sont dues au fait qu'ils y croient beaucoup, l'action serait alors avant tout psychologique, ou si, dans le blanc ou le jaune de ces œufs, et de ces œufs seulement, existe réellement une substance active qui permette de venir à bout de toutes sortes d'allergies. Pour le moment, tous les doutes sont permis. Autre recherche. Ces temps derniers, on cesse de parler de l'or, de ses flambées, de ses dégringolades, de ses dents de scie, mais à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, il faut aller découvrir le métal là où il se trouve. Eh bien, depuis le début du printemps, une véritable ruée vers l'or se déclenchait au Pérou, et l'augmentation considérable du prix du métal y est évidemment pour beaucoup. Les prospecteurs concentrent principalement leurs efforts au cœur de la forêt d'Amazonie. Comme au siècle dernier, pendant la ruée vers l'or aux États-Unis, il suffit pour obtenir une concession de délimiter un espace et de le faire reconnaître par les services qualifiés du gouvernement péruvien. Un reportage là-bas de Philippe Gasson. Le nouvel Eldorado se trouve à 8 heures de camion de Cusco, sur les bords de la rivière Madre de Dios. Là, dans des terrains alluvionnaires à 1,80 m de profondeur, les Indiens trouvent de l'or. Malgré les méthodes on ne peut plus artisanales, la production pour cette concession, qui utilise 15 personnes, atteint 80 grammes par jour. C'est du moins ce que l'on déclare officiellement, car il semble bien que l'or soit vendu clandestinement sans passer par le monopole de l'État péruvien, qui achète le kilo 28 000 francs. Mais il ne faut pas croire que les Indiens vont devenir moins pauvres pour cela. Les concessions sont prises par des personnes de Lima, Cusco ou d'autres villes ou par quelques aventuriers. L'hectare est concédé 12 centimes par an. Seuls ceux qui peuvent investir en matériel pourront arriver jusqu'aux paillettes. Les autres, presque toujours les Indiens, sont payés au mois 200 ou 300 francs, selon le cas, pour sortir la terre.
Pour séparer l'or de sa gangue de sable et de terre, les ouvriers malaxent le résidu avec du mercure. Les paillettes contenues dans le sable sont dissoutes dans le métal liquide. Pour garder l'or, il suffira de récupérer le mercure après lavage. Le moyen le moins coûteux, c'est encore la battée. Les produits les plus légers partiront dans la rivière et il ne restera au fond du récipient que les plus lourds, les billes de mercure contenant l'or dissous. Pour retrouver le métal précieux, il suffit de chauffer. Un vieux bidon fait l'affaire, sans aucun souci pour les émanations toxiques. L'important, c'est l'or qui sera vendu à la banque. Ces banques, elles s'ouvrent dans chaque village champignon qui pousse auprès des gisements, comme dans le Far West à l'époque de la ruée vers l'or. La fièvre a commencé ici il y a tout juste un an. Beaucoup sont contaminés et arrivent chaque jour. Pour certains, des lointains héritiers de Pizarre qui n'ont pas beaucoup de scrupules, l'ex-empire Inca, c'est encore le Pérou. Le cinéaste Roman Polanski vient de terminer son dernier film, Tess, qui lui a pris 9 mois de tournage et 3 mois de montage. C'est un film de grande envergure, disent ceux qui l'ont vu en projection privée. Il sortira sur les écrans français le 31 octobre. Dans la campagne normande, pendant 8 mois, Roman Polanski a dirigé la jeune comédienne Nastasia Kinski dans le rôle de Tess. Tess, d'après le roman de Thomas Hardy, raconte l'histoire d'une paysanne que la fatalité conduira au meurtre. Tess, c'est aussi la vie rurale au rythme des saisons dans l'Angleterre du siècle dernier. Dans Question de temps, Roman Polanski dira pourquoi il a fait ce film et il en commentera des extraits. Mais cette émission, c'est aussi le portrait d'un homme dont l'œuvre et l'existence sont ancrées dans notre époque et en donnent un témoignage exemplaire. Atterrissage à Perpignan le 22 juillet dernier. Le temps d'un week-end interrompant le montage de Tess, Roman Polanski honore l'invitation du Festival cinématographique de Prades qui lui rend hommage 17 ans après son premier long métrage, Le couteau dans l'eau, couronné ici même en 62. Roman Polanski naît à Paris en 1933. Bientôt, il regagne la Pologne avec ses parents. À 6 ans, il regarde sans trop comprendre s'élever le mur du ghetto de Cracovie. La guerre éclate, ses parents sont déportés à Auschwitz, d'où sa mère ne revient pas. À 9 ans, une patrouille allemande lui tire dessus. À 11 ans, un bombardement l'ensevelit sous les décombres d'une maison. Élevé par plusieurs familles, il ne retrouve son père, rescapé des camps de concentration, qu'à 12 ans. Un an plus tard, il devient comédien. Son père se remarie, Polanski n'aime pas ça, il songe à la mémoire de sa mère. À 16 ans, un voyou lui fracasse le crâne et le laisse à demi-mort. Il s'en sort et rêve de cinéma. Sa passion pour la réalisation le conduit à entrer à l'école de Łódź, l'une des plus réputées du monde. Ma jeunesse, l'évolution de ma vie artistique s'est passée dans le surréalisme, dans la découverte du surréalisme. En Pologne, après la période stalinienne où tout était hermétique, on ne savait pas que des choses comme ça existaient. On découvrait une littérature, une peinture qui était tout à fait opposée à cet art épouvantable qu'on appelle le réalisme socialiste. 3 réussites populaires ont marqué la carrière de Polanski. Le bal des vampires, une comédie qui joue à faire peur et démystifie la légende des Nosferatu et autres Dracula. Rosemary Baby, l'angoisse d'une femme qui croit être enceinte des œuvres de Satan. Le surnaturel envahit le quotidien, les démons sont dans les placards. Chinatown, une histoire de détective qui n'a rien à voir avec les modèles du genre, la dérision et la fatalité planent puis s'abattent sur le destin d'un homme. Pour le public, Polanski n'est pas seulement un cinéaste connu. En 1969, l'assassinat de sa femme, Sharon Tate, a fait de lui le triste héros de la presse à scandale. Plus récemment, une affaire de détournement de mineurs, qui n'est pas encore classée, le conduisait en prison. Sur tout cela, Polanski s'expliquera en direct demain dans Question de temps. Course à Longchamp, une très surprise dans le Critérium, la course la plus importante de l'année réservée aux tout jeunes chevaux de 2 ans, défaite de la grandissime favorite Princesse Lida. Elle a été battue par le terrain lourd, surtout la victoire est revenue à Dragon de l'écurie Fustock. Quant au tiercé Prix Albert,
Il a été remporté par un concurrent du bas de l'échelle des poids, la jument La Route Pavée, qui a trouvé la récompense de sa persévérance inébranlable. Le terrain était très lourd cet après-midi à Longchamp. Nous retrouvons les 19 concurrents du tiercé à la sortie du dernier tournant. Il reste encore environ 700 mètres à parcourir. Pour le moment, ensemble, le numéro 18 règle l'allure du peloton. Et près de lui, Guardé, Aramor, Hartwood, Grand Sérieux bien placé à la corde. Chérubin est au milieu avec La Route Pavée. Au début de la ligne droite, les chevaux sont dans le même ordre, et à mi-ligne droite, Grand Sérieux veut commencer son effort, mais il va être gêné à plusieurs reprises. Son jeune jockey Eric Barelli manque encore de sang-froid. Il hésite et ne trouve pas l'ouverture. Regardez bien, c'est la casaque blanche, top rouge au milieu. Devant lui, La Route Pavée, violette coque jaune, galope facilement vers la victoire. Chérubin est à la lutte avec Hartwood. Hop to Beat, au numéro 10, fait un effort remarquable. Et Grand Sérieux, plein de ressources pour en fin de passage, mais trop tard, il sera quatrième. La lutte est serrée entre La Route Pavée, Chérubin et Hartwood. Il faudra d'ailleurs l'aide de la photographie pour les départager. Arrivée, 15, 1 et 7. C'est une lutte très serrée. Alors, 15, 1, 7 qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 8 498 francs 50 et dans le désordre pour 5 francs 943 francs 50. La météo. Demain, le temps sera orageux dans la matinée des Alpes à la Corse, puis il deviendra instable avec éclaircies et averses. Partout ailleurs, il fera généralement frais et brumeux le matin. Ensuite, les périodes ensoleillées prédomineront. Toutefois, les nouveaux foyers orageux se développeront sur les Pyrénées, le Massif central et le pourtour méditerranéen. Alors, compte tenu des températures moyennes, demain, ne mettez pas en service votre chauffage, demande de l'Agence pour les économies d'énergie. Les seules exceptions concernent le Jura, le Morvan, l'Auvergne et les Cévennes, où le chauffage peut être maintenu ou mis en service, mais au-dessus de 350 mètres d'altitude. Sachez que la semaine dernière, vous étiez 4 millions de familles à chauffer. Cette semaine, il n'y en a plus que 2 millions. Ça fait un joli progrès. Notre édition est terminée. C'est Pierre-Alain qui vous présentera le dernier journal vers 23h20. Demain, n'oubliez pas Antenne de midi, présenté par Patrick Lecoq. Et le soir, nous retrouverons Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir, merci.